Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Lorsque j'ai lancé ma propre activité, je ne m'attendais pas à autant de démarches administratives et de questions comme par quoi est-ce que je dois commencer ? Comment est-ce que je dois gérer ma compta alors que je ne peux pas encore embaucher de comptable ? Ou encore dans quelle banque ouvrir un compte pro ? Mais surtout, je me suis très souvent sentie seule avec personne pour me guider dans ce projet. Alors, je le répète souvent, mais se lancer dans l'entrepreneuriat ne devrait pas être synonyme de casse-tête administrative et vous devez surtout vous concentrer sur ce pourquoi vous êtes doué et votre activité en elle-même, pas sur les papiers administratifs. C'est pourquoi je vous recommande vivement de faire appel à Shine, qui s'écrit S-H-I-N-E. C'est un compte professionnel 100% en ligne conçu pour simplifier la vie des professionnels. Et c'est même plus qu'un compte pro, c'est un véritable copilote pour gérer votre entreprise au quotidien. Je vous ai parlé de Shine il y a quelques semaines et de leur pack Shine Start, mais ce n'est pas les seules fonctionnalités que Shine propose. Que vous soyez entrepreneur, indépendant ou même créateur d'une startup, Shine met à votre disposition des outils de facturation intégrés et de comptabilité simplifiée, des cartes bancaires adaptées à vos besoins et même la possibilité de faire un prêt pour pouvoir vous lancer pleinement. Shine facilite la gestion de vos dépenses, catégorise vos transactions et vous donne une vue d'ensemble claire de votre budget. Des conseillers sont disponibles également tous les jours pour que vous ne vous sentiez plus seul dans la construction du projet de votre vie. Ils ont d'ailleurs gagné le prix du service client de l'année 2024. Nous savons aussi que beaucoup de personnes n'osent pas entreprendre leur projet à cause des freins financiers. C'est pourquoi je suis heureuse de vous annoncer que grâce au lien en description, vous pouvez bénéficier de 2 mois gratuits à l'abonnement Shine ainsi qu'une réduction de 10 € pour ceux qui n'ont pas encore créé leur entreprise. Alors n'hésitez plus et rendez-vous en barre d'infos sur le site Shine pour créer votre projet. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Judith Samama Pat, alias une fille en Suède sur les réseaux sociaux. Après avoir été journaliste chez Grazia, Judith est devenue experte en bien-être et traite notamment des problématiques de digestion et de mal de ventre. Après avoir étudié le journalisme à Londres, Judith travaille chez Grazia à Paris. Elle deviendra chef de la rubrique Lifestyle, un rêve de petite fille. Mais au bout de 5 ans, Judith est lassée de la pression, des 4 articles par jour à écrire et du nombre de mots. Elle est lassée de devoir traiter les sujets rapidement, sans entrer en profondeur. Judith décide alors de tout plaquer en 2019. Depuis, Judith a déjà 1001 vies autour du bien-être. Fondatrice d'une marque de CBD, Fresh Body Green Mind, d'une marque de sweat et t-shirt de yoga en coton bio et aujourd'hui experte en bien-être sur les problématiques de la digestion, de douleurs de règles et d'automassage du ventre. Sur son compte Instagram Une fille en Suède, Judith partage à plus de 63 000 abonnés des tutos pour se sentir mieux dans son corps. Elle est également l'autrice du livre Je prends soin de mon ventre aux éditions Erol. Alors avec Judith, on a évoqué sa vie de journaliste, les événements presse, la slow life qu'elle revendique, ses conseils pour aller mieux, ses livres de deuil et d'ambition professionnelle. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Judith. Bonjour Judith, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Judith, je suis ancienne journaliste reconvertie. J'étais chef de rubrique de la rubrique Bien-être Lifestyle pour un grand magazine féminin pendant plusieurs années. Et il y a maintenant 4 ans, je crois, j'ai tout quitté, entre guillemets, pour monter ma propre société et devenir indépendante. Voilà, mais mon background, mon origine, c'est vraiment le journalisme et l'écriture. Et donc aujourd'hui, tu es experte bien-être parce qu'on va le voir ensemble, mais tu as pas mal de casquettes, hein. Tu fais pas mal de choses et tu as fait pas mal de choses depuis ta reconversion. Donc les auditeurs peuvent te suivre sur les réseaux sous le pseudo Une fille en suite où tu es plutôt active. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu avais choisi de devenir journaliste et puis un peu où tu avais fait tes études et comment ça s'était passé pour toi, un peu ton début de vie professionnelle ? Bien sûr. Alors, quant au journalisme, c'est assez simple. Moi, depuis mon plus jeune âge, c'est vrai que la lecture et l'écriture, je pense, sont mes 2 plus grandes passions.
Je viens d'une famille assez littéraire. Mon père était philosophe, donc c'est vrai que j'ai été bercée, élevée dans les livres, etc. Donc pour moi, je me suis même pas vraiment posé la question. C'est vrai que c'est plus l'écriture qui s'est imposée à moi parce que j'y baignais depuis la plus tendre enfance. Donc quand le moment est venu de devoir choisir mes études supérieures, c'est vrai que le journalisme m'est apparu comme une évidence. Et en fait, je suis allée faire ces études de journalisme en Angleterre, à Londres. Donc à 18 ans, je suis partie et je suis allée faire ces études outre-Manche pour en même temps apprendre l'anglais. Et comment tu avais choisi de le faire là-bas? Ben, moi, je suis née et j'ai grandi à Paris. Et c'est vrai que je partais du principe qu'on n'est pas forcément obligé de grandir là où on est né, là où on a grandi. T'avais envie de changement un peu? J'avais une de mes très bonnes amies qui était à Londres et quand je lui ai dit que j'avais un peu envie de quitter Paris, elle m'a dit viens. Et c'est vrai qu'il y avait tous les avantages de l'Eurostar parce que on n'est pas très loin de la maison en cas de coup de blues. Donc Londres, vraiment, ça a été une découverte incroyable pour moi en plus. Et j'étais plus que ravie d'avoir l'opportunité de faire mes études là-bas. Oui, alors ce qui est assez intéressant, c'est que tu as fait comme l'équivalent d'une licence en fait de journalisme là-bas. Et comment tu t'as fait pour candidater là-bas? C'est facile en tant que Français? Alors, c'est pas difficile et en fait, exactement, ce que tu dis, c'est l'équivalent d'une licence, c'est un BA, un Bachelor of Arts. En fait, j'avais d'abord peaufiné mon anglais pendant quelques mois et en fait, il y a une sorte de concours d'entrée pour vérifier justement quand on est étudiant à l'étranger qu'on a le niveau suffisant pour suivre des études dans la langue. Et voilà, donc j'ai d'abord passé quelques mois à prendre des cours, etc. et vraiment apprendre toutes les subtilités de la langue avant de pouvoir candidater pour entrer dans cette université. Mais il y a bien un concours d'entrée. Et t'as pas eu envie de rester là-bas à la fin de tes études? Si, j'ai eu envie et c'est vrai que j'y ai passé donc en tout et pour tout presque 4 ans et donc j'avais, ma vie était bien établie là-bas et c'est vrai que c'est plus une opportunité professionnelle qui m'a fait rentrer à Paris. Maintenant avec le recul, j'ai pas de regrets, mais c'est vrai que sur le moment, quand j'ai dû quitter l'Angleterre, c'était complètement à contre-cœur. Tu te sentais bien là-bas? Je me sentais très très bien et c'est vrai que les gens qui connaissent et aiment Londres comprendront complètement pourquoi. C'est vrai que je m'y sentais bien, mais à l'époque j'avais quand même un plan de carrière en tête et c'est ça que j'avais envie de privilégier à l'époque. C'était quoi ton rêve alors à l'époque? Bah, mon rêve, c'était de pouvoir intégrer un magazine. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis que j'étais plus jeune. Et quand l'opportunité s'est présentée, et à l'époque, c'était aussi l'époque où on nous disait si on vous propose un CDD, il faut absolument le prendre parce que les taux de chômage sont très hauts, etc. Donc c'est vrai quand une chance professionnelle comme ça se présente, c'est très difficile de dire non. Et on peut donner le nom du magazine où tu étais chef de rubrique? Ah, bien sûr, c'était Gradia. C'est le magazine Gradia et j'étais exclusivement sur le web. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Internet. Et donc, c'était un peu les débuts du site de Gradia en plus. Donc, c'était très enrichissant d'arriver au moment où tout était encore à faire. Et alors, comment ça se passe? Parce que c'est un peu le rêve de petite fille d'être comme ça, chef de rubrique d'un magazine aussi connu. C'est quoi ton quotidien à ce moment-là? Donc toi, tu étais dans la rubrique lifestyle, donc on voit un petit peu la continuité avec ce que tu fais maintenant, hein, d'ailleurs. Complètement. Alors, c'était la rubrique lifestyle. Quand je suis arrivée, le poste n'existait pas encore. Donc, c'est vrai que moi, je suis arrivée d'abord, j'étais stagiaire, ensuite pigiste, et assez rapidement CDD puis CDI. Et en fait, ce poste a plus ou moins été créé parce que en tant que tel, il n'y en avait pas quand je suis arrivée. Et le quotidien, c'est vrai que quand on est sur une création de poste, il y a quand même assez de liberté. Donc, on a évidemment un rédacteur ou une rédactrice en chef, mais on peut tester des choses et encore plus sur le web à l'époque parce que ce qu'on poste sur internet ça peut s'effacer, etc. Donc c'est vrai que j'avais le champ libre pour tester pas mal de choses et ça c'était très très chouette et donc le quotidien c'était vraiment de la rédaction d'articles entre 4 à 5 articles par jour, donc c'est quand même un rythme soutenu. Après, c'est des articles courts parce que c'est du format web. Néanmoins, il faut pouvoir trouver 4 idées différentes tous les jours, 5 jours par semaine. Donc c'est vrai que c'est quand même un travail. Il faut faire un travail de veille constant, que ce soit sur les autres sites, lire la presse énormément. Donc en fait, être surconnecté tout le temps. Il faut toujours être très 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 connecté. Et c'était stressant comme job parce que je sais que souvent comme ça, quand on est sur le web, tu sais, tu as des objectifs de nombre de vues sur tes articles. Donc tu sais, il faut utiliser un peu les mots-clés. Comment tu le vivais un peu ce stress, toi? Alors, c'est pas tant que c'était stressant, mais contraignant. Il y avait des contraintes auxquelles on ne pouvait
pas déroger, puisque, comme tu dis, il fallait un nombre minimal de signes, un nombre minimal de vues, ça on pouvait pas vraiment le savoir, donc on faisait comme on pouvait, les mots-clés, le référencement, etc. C'est vrai que bah, moi j'ai joué le jeu, parce que en fait, à partir du moment où tu t'investis, tu as envie que ça fonctionne aussi. Moi j'étais contente de me plier aux règles, mais c'est vrai que vers la fin, à partir du moment où j'ai voulu partir, je pense que c'était ça qui me pesait le plus en fait. C'était la contrainte déjà du nombre d'articles parce que on n'a pas forcément le temps de creuser énormément. Quand on écrit 4 par jour, tu restes à la superficie et t'as pas du tout le temps de creuser. Et c'est vrai que moi, ça me frustrait un peu. Et on en parlera par la suite, mais maintenant j'écris des livres. Donc je suis passée vraiment d'un extrême à l'autre. Oui, tu avais un peu ce côté, tu as l'impression de jamais aller en profondeur en fait. Bah, et quand on devient journaliste, c'est quand même quelque chose qu'on a envie de faire, c'est explorer, creuser, etc. Donc c'est vrai que là, il y avait le côté cool du journalisme, évidemment, sans pouvoir approfondir. Et ça, c'est vrai que c'était une frustration qui était quand même quotidienne. Et bon, on sait que les médias en ce moment, les magazines, c'est sur le déclin. Est-ce que c'est aussi vrai pour les médias en ligne comme ça? Tu penses qu'on peut encore être journaliste, web? Oui, je pense, et je pense que la presse papier revient de toute façon, puisque moi, après mon départ de Gradia, il me semble que le magazine papier a complètement fermé et s'est arrêté, il n'était plus édité. J'ai entendu quelques rumeurs comme quoi ça reprendrait peut-être. Donc, le problème, je sais pas si c'est un problème, mais sur le web, tout le monde peut un peu s'improviser journaliste. Il suffit d'avoir un compte Twitter, une plateforme, un blog, etc. Donc, c'est chouette puisque tout le monde peut s'exprimer, néanmoins pas forcément de la bonne manière. Donc, non, c'est pas difficile. Après, il faut savoir imposer sa patte et imposer son style parce que c'est vrai que très rapidement, le risque, c'est de faire du copier-coller et de retrouver un peu les mêmes choses partout. Donc c'est pas difficile, mais si on veut pas non plus se fondre dans la masse, il faut pouvoir réussir à se démarquer d'une manière ou d'une autre. Et toi, tu as l'impression que ça revient les magazines papier? Je ne sais pas. Moi, je n'en achète pas, je ne les lis pas, donc j'étais très stressée pour dire ça. Mais je pense que bon, c'est quand même moins qu'en Angleterre parce qu'en Angleterre, ils sont très très attachés à la presse. Mais j'ai quand même l'impression que on l'est également en France. Donc je pense pas que ça disparaîtra complètement. Et c'est comment le quotidien alors? Parce que c'est vrai que 4 articles par jour, on se dit en fait, tu es tout le temps dans ton bureau en train d'écrire alors que on a en tête peut-être le journaliste qui est invité à plein d'événements presse, qui rencontre beaucoup de monde. La réalité, c'est comment au final? Tu as tous ces événements ou tu es quand même assez seule à écrire tes articles? La réalité, c'est qu'il y a une vraie dualité parce que on est invité, sollicité constamment, mais on a aussi cette contrainte de production quotidienne. Donc en fait, à moins d'être au bureau de 7 heures à 22 heures pour avoir le temps de d'aller aux événements, d'écrire, etc., il faut rapidement faire des choix. Et le choix est très vite vu. Quand ta direction te demande de produire un certain nombre, ben, c'est à eux que tu vas obéir. Donc c'est vrai que les invitations, les sollicitations sont présentes, mais il peut être parfois assez difficile d'y répondre. Donc en fait, on établit une liste de priorités, on se dit bah ça oui, ça non, ça je sais, ça j'y vais parce que je sais que ça va faire un article, ça non parce que ça me ferait kiffer, mais il n'y a pas matière à écrire dessus, donc non malheureusement. Donc voilà, c'est vrai que la vie d'être toujours à des événements, c'est beaucoup plus pour les journalistes papier qui eux ont quand même moins d'articles à écrire, même s'ils sont plus longs. Web, on est quand même beaucoup derrière l'ordinateur. Et alors, comment ça s'est passé? Comment, tu as eu un peu le déclic? Est-ce que ça a été, progressivement? Tu t'es un petit peu lassée? Je pense que ça a été une lassitude progressive. C'est pas du jour au lendemain, je me suis réveillée en me disant j'en peux plus, j'arrête. C'est vrai que c'est plus ma personnalité d'être assez curieuse et j'aime découvrir des nouvelles choses. Donc au bout de 4 ans et demi, 5 ans, je crois, j'ai estimé que j'avais fait le tour du job et que ça n'allait plus rien m'apporter en termes de développement personnel en tout cas. Les avantages en nature ont dû me faire rester aller peut-être 6 mois de plus parce que ça, faut le dire aussi, on a beaucoup de cadeaux, c'est quand même énorme. Donc ça m'a fait tenir 6 mois de plus et finalement je me suis dit bon, faut vraiment que je travaille sur mon bonheur personnel et en fait à partir du moment où je me suis rendu compte que ça avait cessé de me rendre heureuse et que je me levais à contre-cœur, c'est là que j'ai enclenché la machine de reconversion. Oui, parce que c'est aussi un métier qui fait rêver socialement. J'imagine que tu avais beaucoup de personnes qui te disaient: «Ah waouh, c'est incroyable que tu fasses ça». Donc tu as les cadeaux, tout le statut social. Donc comment tu fais un petit peu pour renoncer à tout ça un peu? Quel a été le cheminement dans ta tête?
C'est alors vraiment ne pas écouter les autres, ne pas les écouter. C'est très difficile, mais c'est vrai que ce soit mes proches, ma famille, les gens qui me connaissaient un peu de près ou de loin, comme sur le papier, on pense qu'on a tout. Quand on annonce qu'on veut partir et quitter ça, c'est beaucoup d'incompréhension et il faut en fait avoir les épaules assez solides et ne pas écouter l'avis des autres ou l'écouter mais sans le prendre en compte et savoir dire non, je sais mieux ce qui est bon pour moi. Et c'est vrai que et dire aux gens de me faire confiance. C'est vrai que mes proches qui étaient sûrs quand même quitter un CDI, j'aurais dit il faut me faire confiance. Donc se faire confiance, dire aux autres de nous faire confiance, ça paraît très bateau, mais s'écouter et ne pas écouter les autres. Vraiment. Et tu savais à ce moment-là ce que tu voulais faire? Non. En plus, je savais pas précisément, mais à l'époque, j'avais beaucoup d'amis et notamment mon ex-conjoint de l'époque qui lui était entrepreneur aussi, faisait des choses. Il m'a ouvert une porte dont je ne connaissais même pas l'existence. Et vraiment, c'est en voyant ça et en rencontrant ces personnes que je me suis dit, ah, on peut mener une vie un peu alternative, différente en tout cas, de celle du salariat, et voir des gens qui s'y épanouissaient et réussissaient. Ça m'a vraiment donné le coup de pied nécessaire pour sauter et passer le cap. Ouais, sortir du bureau en fait. Sortir du bureau, et je pense que c'est très difficile de le faire sans être entouré de personnes qui le font déjà. Parce qu'il y a beaucoup d'entraide et se serrer les coudes qui entrent en jeu. Et c'est vrai que quand on est seul à le faire, ça peut être très déroutant. Alors que quand on est, et encore plus quand c'est son partenaire, c'est très rassurant. Et tu étais déjà sur Instagram à l'époque, puisque donc aujourd'hui tu es suivi par 63 000 abonnés sur Instagram. Est-ce que tu avais déjà commencé à créer une communauté à ce moment-là? Oui, je l'avais créé au tout début. Enfin, oui, quand j'étais chez Gradia, j'ai créé mon compte. Et une fille ensuite pour la genèse, c'était, j'aimais beaucoup les sweatshirts à l'époque. Et tous les jours, je postais une photo de moi différente avec un sweat différent aussi tous les jours, sans montrer ma tête. Je me montrais pas à l'époque. Donc j'ai gardé le nom parce qu'il me plaît, une fille ensuite, je sais pas. Maintenant, je l'aime bien, j'y suis attachée. Mais la genèse et l'origine, c'est ça, une fille ensuite parce que je postais des photos de suites différentes tous les jours. Donc oui, j'avais créé mon compte, mais il était encore petit à l'époque et c'est vraiment après que ça a grandi. Oui, parce que ça, c'est souvent un conseil qui revient parmi nos invités. C'est dans tous les cas, c'est pas mal de commencer à se construire une communauté autour de centres d'intérêt. Comme ça, quand on est un petit peu perdu au début, on ne sait pas trop quoi faire. On a déjà un petit peu cette communauté qui va nous suivre après, peu importe le projet. Ah mais c'est vrai que moi, ça a été un gros plus et encore une fois, je te dis, quand je suis partie de chez Gradia, elle devait être autour de 5000 abonnés, ma communauté, donc elle restait quand même petite et raisonnable. Mais c'est vrai que 5000 personnes, à l'époque déjà, moi je trouvais que c'était beaucoup. Et c'est vrai que ça rassure, c'est un peu un pilier en fait. Il y a des gens, moi qui m'écrivent, avec qui je converse très régulièrement, qui sont là depuis les débuts, ils étaient dans les 5000 premiers, etc. Et c'est vrai que ça devient un peu un pilier, voire un soutien dans certains moments. Et il ne faut pas minimiser l'impact que ça peut avoir quand on se lance dans des nouveaux projets. Les gens sont là, en fait. Alors, donc depuis que tu t'es reconvertie, donc c'était en 2019, tu as fait pas mal de choses, hein. Donc, tu as fait une marque de CBD. Oui. Tu as fait une marque de sweat, du coup, finalement. Et aujourd'hui, tu es plus experte, donc expert bien-être et surtout autour du thème du ventre, de tout ce qui est digestion, drainage lymphatique, automassage. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter un peu l'évolution un peu de tous ces projets, comment tu les vois? Est-ce que tu penses que maintenant tu vas aussi faire ça pendant longtemps? Est-ce que tu penses peut-être que tu vas changer encore? Alors, je pense que donc la marque de sweatshirt, c'est vrai qu'elle a été avortée assez rapidement, puisque je me suis rendu compte que le textile et avoir une marque, c'était absolument pas mon fort, et surtout que ça ne m'intéressait pas assez pour que j'ai envie de m'investir. Je suis très contente d'avoir tenté l'aventure, mais c'est vrai que je pense que toute réussite doit d'abord passer par un échec. Ça, c'était mon échec cuisant, vraiment. Je pense qu'en 4-5 mois, j'ai dû en vendre, allez, 15-20. C'était des amis, hein. Donc, mais je pense que cet échec était vraiment plus que nécessaire et indispensable pour ensuite construire autre chose. Donc, il y a en effet eu la marque de CBD. Oui, et puis en plus, tant que tu testes pas, tu as toujours un petit peu cette tu vois, tu t'idéalises, tu dis, ah, peut-être j'aurais pu faire ma marque de sweat. Exactement. Ah, mais je pense que si je l'avais pas fait, à ce jour encore, je me demanderais et si, et si. Donc, je préfère l'avoir fait, avoir échoué et en rire, que ne pas avoir osé et me dire peut-être que ça aurait pu marcher, etc. Donc, c'est certain.
Oui, parce que je trouve que quand tu essayes pas, tu peux pas savoir en fait, c'est dur de se projeter avant. À moins d'être voyante ou de lire, dans l'avenir, c'est impossible de le savoir. Donc le seul moyen, c'est de le tenter. Clairement, on n'a pas encore inventé de meilleure, manière de savoir si quelque chose peut fonctionner ou pas. Donc il y a eu le CBD et ça pendant 3 ans avec, une de mes meilleures amies qui elle est prof de yoga et c'était très chouette et on l'a lancé, je crois que c'était 1 an avant le covid et le premier confinement. Donc on était quand même une jeune marque. C'est vrai que petit coup dur quand ça arrive 1 an après le lancement de la marque. Pour nous, ça a été assez bénéfique pour nous parce que le CBD, c'est anti-stress et anti-anxiété et les gens en avaient tellement besoin que nous, on a fait un très bon chiffre à ce moment-là. Mais pareil, en fait, on s'est rendu compte que avoir un produit, c'est difficile. Vendre un produit, c'est difficile. Et à moins d'avoir les dents très très longues, des gros moyens financiers et d'être prêt à sacrifier beaucoup d'heures de sommeil, etc., c'était impossible de réussir. Et en fait, nous, on était des grandes ferventes praticiennes de ce qu'on appelle la slow life. Maintenant, c'est un terme que les gens connaissent. À l'époque, pas encore forcément beaucoup. Et en fait, nous, c'était notre bien-être avant tout. Et on a vu que quand ça commençait à trop nous stresser, à être fatigant, etc., on a décidé d'un commun accord. Et ça, j'étais très contente qu'on soit sur la longueur d'onde, de fermer la société pour chacune se concentrer sur des projets différents. Et moi, c'est les projets sur lesquels je travaille actuellement. Donc, pas de regret là-dessus non plus. Et alors, comment justement tu t'es retrouvée dans le milieu de tout ce qui est ventre, digestion? Est-ce que toi-même, tu as des problèmes de digestion? C'est comme ça que ça a commencé? Oui, et moi, ça fait très longtemps que je souffre de mon ventre. Et c'est vrai que j'en ai longtemps souffert en silence, à gonfler après les repas, mais à gonfler vraiment de manière très impressionnante. Je pourrais dire que je suis enceinte de 5 mois après certains repas, on me croirait sans aucun souci, tellement mon ventre est gonflé. Et pendant plusieurs années, c'était un tabou. Je me disais, bah, c'est comme ça, c'est mon ventre, il est différent. Et en fait, je me suis rendu compte en creusant, en parlant, que j'étais pas du tout la seule concernée et que chez les femmes, mais je pense quasiment la totalité des femmes que je rencontre ont des soucis intestinaux. Et donc c'est là que je me suis formée au drainage lymphatique et plus particulièrement au massage viscéral chinois qui s'appelle le Qin et Tsang. Et j'en ai fait un livre par la suite qui s'appelle Je prends soin de mon ventre, qui fonctionne très bien. Je suis ravie parce que j'avais plus envie de souffrir en silence et j'avais envie d'aider celles qui souffrent en silence également. Oui, alors ce qui est incroyable, c'est que toi, tu expliques comment se faire des automassages. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller voir quelqu'un qui nous fait tout ce qui est massage Renata. Donc, ça, c'est assez incroyable. Et tu postes aussi des tutos sur Instagram pour expliquer comment se masser le ventre. Est-ce que peut-être tu as des petits conseils à donner aux auditrices, tu vois, qui voudraient se lancer? Mais j'en ai quelques-uns. C'est vrai que déjà, moi, ça me tenait à cœur de rendre le bien-être accessible parce que c'est vrai que la santé et le bien-être coûtent cher. C'est vrai que si on veut aller chez le coiffeur, se faire faire les ongles, se faire masser, au sauna, à ceci, cela, donc les tendances bien-être n'en finissent plus, mais il faut quand même beaucoup de sous et de temps. Et c'est vrai que je trouve ça dommage qu'il ne soit pas accessible au plus grand nombre. Voilà, ça déjà, ça me tenait à cœur de le rendre accessible à tout le monde via les réseaux sociaux. Et mon premier conseil, et c'est le plus basique déjà, avant même de se lancer dans l'automassage, c'est de se toucher le ventre. Tellement de femmes sont déconnectées de leur ventre qu'elles n'osent même plus y poser les mains. C'est fou, hein. Donc moi, je dis déjà le premier conseil, posez vos mains sur votre ventre. Quoi que vous fassiez, devant la télé, sur le canapé, juste les mains posées sur le ventre. Il se passe déjà des choses en faisant ça. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Si on a des soucis, déjà, se toucher le ventre. Tu penses que c'est dû à quoi? Tu penses que c'est un petit peu tabou? Bah, c'est tabou. Le ventre, c'est une zone quand même complexe pour la femme parce que ce soit le système reproductif, aussi, on fait beaucoup de blagues. Mais les filles, ça fait pas caca, ou ça fait caca des paillettes, etc. Et c'est vrai que tout ça, ça fait que contribuer et renforcer le tabou que l'on peut avoir, parce que c'est la société qui projette ça. Et sous couvert de blagues, au final, on développe des blocages, parce que le ventre, notre deuxième cerveau, il y a des neurones dans le ventre. Donc en fait, c'est pas étonnant que le fait qu'il soit intelligent, il capte et il reçoit tout ça, et il se dit ah ben non, je suis pas censé, donc il se bloque en fait. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis parce que on pense pas à tout ça en fait. On pense pas que ça peut venir d'aussi loin en fait, tous ces maux de ventre qu'on peut avoir.
Mais en fait, si, ou même dès, je sais plus moi quel âge j'avais quand j'ai entendu mon premier Les filles ça fait pas caca, peut-être 12 ans. Donc à 12 ans, on entend ça, on se dit ah bon, les filles ça fait pas caca, je suis pas censée faire caca. On comprend pas forcément le second degré à ce moment-là en plus. Et mine de rien, ça vient se caler quelque part dans le cerveau, peut-être un peu dans l'inconscient. Et en fait, on peut développer des soucis. Parfois même la phrase la plus banale qui soit peut en fait avoir un impact des années plus tard. Et donc, tu as écrit ton livre Je prends soin de mon ventre aux éditions Erol, donc c'était en 2022. Et aujourd'hui, tu es en train d'écrire ton prochain livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je peux pas donner le thème. Malheureusement, j'en ai pas du tout encore parlé. Il sortira le 3 octobre prochain aux éditions Erol toujours. Et il y a quelques indices qui sont disséminés sur mon compte Instagram. Donc si vous regardez mes contenus, vous pourrez peut-être savoir de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que pour l'instant, le thème, je le garde un tout petit peu secret encore. On va suivre alors sur ton Voilà. compte. Et alors, comment ça s'était passé? C'est eux qui t'ont contacté pour ton premier livre? Comment ça s'est passé peut-être l'écriture de ton premier livre? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Le livre sur le ventre, c'était en fait mon deuxième livre. Mon premier livre, c'était un livre de Pilates qui était sorti aux éditions Solar, qui lui était sorti, je crois que c'était en 2019, 2018 ou 2019, si je ne dis pas de bêtises. Pile quand je suis partie de Gradia, j'ai écrit mon premier livre, à quelques semaines près. Et en fait, donc j'étais dans cette maison d'édition qui était très chouette. Et j'ai eu envie de changer pour ce deuxième livre. Et j'ai une amie qui était déjà éditée aux éditions Erol, qui m'a tout simplement mis en contact avec son éditrice. Et le courant est tout de suite passé. Et on a signé assez rapidement pour ce deuxième. Et donc, je reste avec elle pour le troisième parce que la cohésion est là et qu'on s'entend très très bien. Et c'est rigolo parce qu'on avait une invitée qui disait, bon, quand on se reconvertit, qu'on ne sait pas trop quoi faire, souvent il y a toujours l'idée de: «Je vais écrire un livre». Est-ce que Ah, toi, c'est c'est vrai? un peu comme ça que ça t'est arrivé? Pas du tout. Oh, alors non, vraiment pas du tout parce que bah, moi j'étais déjà dans l'écriture en fait. J'ai mes études de journalisme derrière moi. Donc en fait, moi ce que je sais, non, je sais faire beaucoup de choses, mais écrire, je pense que c'est ce que je fais le mieux. Donc non, c'était pas du tout plus par dépit de je vais faire quoi? Bon, je vais écrire un livre. C'était plus l'aboutissement de plusieurs années de journalisme où quelque chose de plus gros venait se concrétiser en fait. Ce qu'elle disait, c'est que je pense que tout le monde a un petit peu un rêve d'un jour écrire un livre. Et quand tu te retrouves avec comme ça du temps, tu viens de quitter ton job, bah, du coup, ça te vient de dire: «Ah bah si, c'était le moment pour écrire ce fameux livre que j'ai envie d'écrire un jour». Tu vois, c'était ça qu'elle disait un petit peu. Ah mais complètement. Bah, en fait, quand, on a tout ce temps devant soi, c'est vrai qu'on se dit: «Quel est le projet, qui prend le plus de temps?» A priori, c'est écrire un livre ou oui, oui et ça m'étonne pas que ça vienne à l'esprit de beaucoup. Après, il faut pouvoir, le mener à bien, terminer le projet et réussir à le faire éditer aussi. Ça, c'est une autre paire de manches. Donc Quand tu es édité, ils t'aident avec la promotion de ton livre après? oui, ils aident, ils ont des équipes de com qui s'occupent d'envoyer aux journalistes, etc. Après, c'est vrai que l'avantage d'avoir une communauté, c'est qu'on peut être soi-même investi dans la communication. Moi, c'est une partie qui me plaît aussi, pouvoir le partager et en fait, qui mieux que soi-même pour en parler à sa communauté. Mais eux aident évidemment, bien sûr. Oui, oui. Ils ont tout un réseau de journalistes, etc. à qui ils envoient. Ils ont une stratégie de communication à chaque sortie de livre. Et est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour approcher des maisons d'édition? Je crois que sur les sites internet de toute maison d'édition, il y a un contact. Il y a contact. Donc, envoyez un mail à contact en disant voilà le thème de mon livre. Pourriez-vous me donner le mail de la personne qui s'occupe de telle ou telle rubrique et écrire directement. Hein. Écrire. Sélectionner quelques maisons d'édition dont on aime le travail et écrire et vraiment regarder sur le site internet, trouver le contact, même juste écrire dans le formulaire de contact et leur demander le mail ou le numéro de la personne dédiée. Généralement, les gens répondent, je pense. Ouais, oui, il faut oser et puis faut se lancer. Oui, oser. Enfin, le pire, c'est que les gens disent. Le pire, c'est que les gens ne répondent pas. Hein, donc, ça va. C'est quand même limité en termes de négatifs. Ouais. Et alors, comment tu organises ton activité aujourd'hui? Alors, donc, jusqu'à peu, je pratiquais les massages encore, donc les massages du ventre. Ça, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Et en ce moment, mon activité, c'est vraiment moitié écriture, moitié réseaux sociaux en ce moment. Donc, que ce soit les collaborations, etc. C'est vrai que c'est une partie que je suis en train de plus développer. Donc, c'est
à cheval entre l'écriture et ça. Donc c'est création de contenu autour du bien-être en fait. Exactement. Autour du bien-être avec des thèmes de prédilection comme le ventre, le sommeil, les remèdes anti-stress et anti-anxiété, la slow life et le deuil aussi. Je parle pas mal du deuil parce que j'ai perdu mon papa il y a pas si longtemps et c'est vrai que j'ai toujours été très ouverte là-dessus sur les réseaux. Donc encore un sujet tabou comme le ventre, le deuil. Donc c'est vrai que j'essaye un peu d'en parler et ça fait du bien. Oui, parce qu'on en a besoin aussi d'avoir des informations. Exactement, et pas forcément que du dev perso, d'un livre de comment se remettre d'un décès, mais plus des petites choses concrètes, etc. Et c'est vrai que moi j'ai été étonnée quand j'ai cherché le réconfort dont j'avais besoin et que je ne l'ai pas trouvé. J'ai été étonnée du peu de gens qui en parlaient en fait. Donc je me suis dit bon bah il y a quelque chose à faire et on va essayer de débroussailler un peu. Ouais. T'aimes bien les sujets tabous ou... Pas forcément le sujet tabou, mais je trouve, en fait, pour moi, aucun sujet ne devrait l'être. Et en fait, le ventre, la digestion, a priori, on a tous un système digestif. A priori, on va tous perdre un parent à un moment dans notre vie. Donc, en fait, pour des choses qui sont inévitables et qui concernent tout le monde, c'est surtout que mon cerveau a du mal à comprendre que des sujets aussi répandus soient tabous. Et en fait, je l'accepte pas. Je dis, mais non, mais ça ne devrait pas l'être, en Oui, fait. ne soient pas traités en fait. Ouais. Exactement, parce que en fait, on se rend pas compte du pouvoir de réconfort qu'on peut avoir seulement en parlant, juste avec les mots déjà. Donc, je trouve ça très dommage de se priver de pouvoir apporter du réconfort à quelqu'un en évoquant un sujet. Quand on peut faire du bien, pourquoi s'en priver? Et alors, si tu devais nous donner qu'un seul conseil bien-être, lequel ce serait? Alors, un conseil, tu vois, qui est peut-être méconnu, mais assez facile à appliquer. Il est pas méconnu, il est très facile à appliquer. Tout le monde le connaît, personne ne le fait. Dormir. Ah, mais vraiment, le sommeil, pour moi, c'est très, 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 très important. Et on sait que c'est la nuit que le cerveau, les cellules, que tout se régénère et que c'est quand même la clé de la santé. Donc j'ai hésité entre ça et boire de l'eau. Je pense que je les mettrais à égalité, mais s'il fallait choisir entre les deux, dormir, dormez. C'est vrai que et en fait beaucoup de gens sacrifient leur sommeil au profit de en disant bah non mais je vais me lever plus tôt pour aller faire du sport. Non, il faut choisir entre dormir et faire du sport. Dormez, vraiment. La séance de sport sera pas productive si on est en déficit de sommeil de toute façon. Donc, ou des gens qui disent bah oui, mais si je veux avoir une vie sociale, je me coucherai plus tard. Non, dormez, vraiment. Et en fait, je connais beaucoup de gens qui eux sacrifient leur sommeil. Hein. Quand on a envie de tout faire, c'est la première chose qu'on sacrifie, c'est son sommeil, son repos. Oui, alors justement, tu en parlais aujourd'hui sur ton compte Instagram. Tu disais que c'est dur de lâcher prise, de rien faire, que ça va pas du tout avec toute notre société de l'hyperproductivité. Bon, moi, c'est vrai que je suis un petit peu dans ce cas où j'ai du mal à me détendre parce que je me dis que pendant ce temps-là, rien n'avance, mais finalement, j'ai compris quand même qu'il faut se détendre. Sinon, après, tu peux pas être efficace en fait. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être justement pour apprendre un petit peu cette slow life, comment se détendre, comment dormir quand on est stressé? Je pense que pour y accéder, avant de se dire il faut que, il faut déjà y trouver du plaisir. Donc en fait, il faut trouver sa petite activité bien-être, que ce soit une balade en écoutant de la musique, rester allongé, les jambes en l'air, 5 minutes en regardant le plafond. Et je pense qu'il faut commencer par des petites durées. Donc en fait, on va pas se dire je vais rien faire pendant 2 heures. Si c'est pour culpabiliser derrière, ça sert à rien. Mais déjà se dire ne rien faire. Mais quand je dis ne rien faire, c'est pas être sur son téléphone, c'est vraiment ne rien faire. En fait, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont montré que l'ennui était très très productif et finalement booster et stimuler la créativité. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où dès notre plus jeune âge, dès qu'on dit qu'on s'ennuie, même à ses parents, je m'ennuie, oh, ben non, bah prends un livre, bah fais ceci, bah fais cela. Et c'est vrai que l'ennui a été diabolisé, malheureusement. Je le regrette parce que c'est vrai que moi, c'est dans mes périodes d'ennui que naissent mes plus grandes idées, entre guillemets. Donc, s'ennuyer, c'est fabuleux. Et déjà, si on a le temps et le luxe de pouvoir s'ennuyer, c'est que ça va plutôt bien dans sa vie. Donc, c'est trop bien de s'ennuyer. Comment tu fais peut-être toi en tant qu'entrepreneur pour adopter cette slow life, tu vois? Parce que quand on est entrepreneur, c'est pas évident parce qu'on se dit toujours qu'il faut faire rentrer des contrats, tu vois? Que voilà, dès qu'on s'arrête, bah, du coup, ça va s'arrêter parce qu'on a son compte. Comment tu as fait peut-être toi? Est-ce que tu as des conseils pour, allier les 2? Parce que ça semble un petit peu opposé, en fait. Ça semble opposé.
il faut redéfinir ses priorités pour moi, en fait. Donc se dire plutôt que d'accepter tout ce qui nous est proposé, se dire: «Bah, je vais peut-être accepter de gagner moins» et en fait, ça, c'est quelque chose que les gens peuvent avoir du mal à entendre. Se dire: «Bah, je vais gagner moins, mais gagner plus en termes de qualité de vie, puisque j'aurai plus le temps de dormir. Ce que j'accepterai sera peut-être plus en adéquation avec ce que je suis réellement» et cetera. Donc c'est vrai que, sans rentrer dans tout ce qui est minimalisme et cetera, parce que ça, c'est pas du tout forcément ce que je prône, mais déjà se dire que, déjà le mieux est l'ennemi du bien et se contenter du bien, c'est cool. Se dire: «Bah, là, c'est bien ce que j'ai» et toujours vouloir aller chercher plus ne me semble pas indispensable et c'est vrai que mais c'est difficile, hein, parce que c'est vraiment, adopter la pensée au inverse de ce qu'on nous éduque. Donc c'est un peu déconstruire sa pensée pour reconstruire des nouvelles choses par-dessus. Mais moi, je culpabilise aussi, hein, évidemment, mais se dire, bah, en fait, moi, j'aime bien cette image de la Terre qui continue à tourner. Si je fais rien, si je fais quelque chose, la Terre continuera de tourner de toute façon. Et en fait, se demander, est-ce que ça va me rendre vraiment heureux? Et vraiment redéfinir ses priorités. Et par redéfinir ses priorités, c'est pas forcément que professionnel, ça peut être aussi dans la vie personnelle, hein. Plutôt que d'accepter toutes les invitations de un tel, un tel, un tel, dire bah là non, je vais dire non pour avoir ce moment pour ne rien faire, etc. Et pareil, si on est indépendant et qu'on a envie d'accepter tous les contrats parce qu'on en a besoin financièrement, dans ce cas-là, c'est plus dans la vie personnelle qu'il faudra être prêt à faire quelques sacrifices. Et quand je dis sacrifice encore, c'est même pas énorme. Redéfinir ses priorités, ça me paraît être le plus pertinent. Et toi, t'as toujours été comme ça ou à l'inverse, t'étais une ancienne stressée? Ah, moi, je le suis toujours. En fait, plus que stressée, moi, c'est plus, je suis plus prone à l'anxiété. Donc, c'est vrai que moi, quand il y a trop de monde, trop de bruit, trop de sollicitations, trop de choses, ça va me créer de l'anxiété. Donc, en fait, c'est un peu l'anxiété qui m'a imposé de devoir ralentir, voir moins de gens, en faire un peu moins, chercher un peu plus le silence, etc. Sinon, je voyais que j'avais l'impression d'être constamment dans un état de sur le qui-vive tout le temps. Et en fait, parce que mon taux de cortisol, le cortisol c'est l'hormone du stress, était en fait tout simplement trop élevé tout le temps. Et ce taux de cortisol, je pense qu'on est beaucoup à avoir des taux anormalement élevés. Et il faut à tout prix chercher à le baisser en fait et apaiser son système nerveux. Et t'as eu un déclic, un événement déclencheur où tu t'es dit, bon là, il faut vraiment que je change de vie et que je fasse attention à moi? Pas spécialement un événement, mais c'est vrai que c'est bah, à la fin de Gradia, donc à l'époque, donc, je sortais quand même pas mal, puisque en plus je m'occupais de la rubrique des restaurants aussi. Je testais des restos, c'était trop chouette, mais c'est vrai qu'en fait, très rapidement et très facilement, tous les soirs de la semaine, on peut avoir un événement, voire deux par soir. Donc on y va, on mange un petit four par-ci, un petit four par-là, une coupe de champagne, hein. Moi, il y a plusieurs années, quand j'ai changé de vie aussi, j'ai arrêté de boire de l'alcool, parce que j'ai vu que ça fonctionnait pas du tout bien avec mon anxiété non plus. Et j'ai eu envie de bah, mieux manger, prendre soin de moi, etc. C'était plus de l'usure. Il n'y a pas eu un élément déclencheur, c'était plus vraiment à l'usure que ça m'a eu. Je me suis dit, oh, je suis fatiguée de tout ça. Oui, mais après, c'est bien, je pense, ça veut dire que tu t'es arrêté à temps parce que parfois, il y en a qui vont jusqu'au burn-out. Exactement. Et c'est vrai que, mais je trouve ça fou que certaines personnes aillent jusqu'au burn-out parce qu'on se dit, il faut vraiment que le corps crie à l'aide pour qu'on l'écoute. C'est quand même dramatique. On est si peu à l'écoute de soi qu'il faut que le corps soit en détresse pour qu'on y prête attention. C'est dingue. Et alors, aujourd'hui, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel? Alors, ça arrivera un jour. Comme ça, en le disant, je vais Tu le manifestes? invoquer l'univers. Exactement, je manifeste. Moi, c'est écrire un roman. Ça c'est depuis que j'ai 11-12 ans. J'ai toujours dit qu'un jour, j'écrirai un roman. Donc, mon prochain livre n'est pas un roman, mais c'est le goal des 5-10 prochaines années. Et tu voudrais faire quel genre de roman? Je ne sais pas. Il sera bien. Mais je ne sais pas encore. Et en fait, tant que j'ai pas l'idée qui s'impose à moi, pareil, je vais pas juste écrire pour écrire. Et je sais que ça viendra. Et voilà. Donc, écrire un roman un jour, ça, c'est vraiment le goal. Et qu'il soit bien et que les gens l'apprécient et l'aiment. Est-ce que tu penses aussi que tu as un petit peu changé la place de ta carrière professionnelle? Tu vois, comme tu disais, c'est important de m'écouter, de voilà mon équilibre perso. Est-ce que, au fur et à mesure de ta carrière, tu t'es finalement dit: «Bon, bah, ma carrière, c'est peut-être pas le plus important pour moi, c'est peut-être pas si important, faut pas que je me stresse trop»? Même pas, parce que ça reste très important pour moi. Et je pense qu'en m'écoutant plus et en étant plus alignée, j'attire les choses qui me correspondent plus. Donc en fait, c'est ce qu'on dit, hein, on attire ce qu'on est, etc. Donc en fait, en
ayant le courage de refuser certaines choses, etc., ma carrière reste importante. J'ai toujours quelque chose en tête. Je sais a priori où je vais, ce que j'ai envie de développer, comment le faire, etc. Mais ce ne sera pas au détriment d'eux. Tu vois, là, je me suis échappée 3 jours, j'ai annulé des choses. Je me suis dit non, là, je suis épuisée, j'ai besoin d'aller voir l'océan, j'ai besoin d'aller nager dans le lac. Et je suis venue. Et j'ai tout annulé 3 jours. Et encore une fois, la Terre, la Terre continue de tourner, hein, que je sois ici ou à mes rendez-vous à Paris. Donc non, non, la carrière reste très importante, mais ce ne sera pas au détriment de mon bonheur personnel et de mon système nerveux. Oui, c'est un équilibre à trouver. Et tu penses que c'est de plus en plus accepté, justement, tu vois, ce côté, il faut faire attention à soi dans le monde professionnel? Je pense que ça l'est, bon, encore plus quand on fréquente des gens qui sont également dans le bien-être. Mais je pense que oui, parce que quand c'est expliqué de manière posée et rationnelle, ça ne peut être qu'entendu et compris. Je ne vois pas une personne sensée qui dirait dormir et prendre soin de soi. Bah non, vraiment, c'est ridicule. Donc oui, tant que c'est expliqué de la bonne manière et calmement, par exemple, et en disant bah ça non, pour moi ça ne me va pas, en osant refuser des choses aussi. Donc oui, je pense que ça l'est, tant que c'est bien amené. Oui, oui, tant qu'il n'y a pas le côté peut-être impulsif un peu. Exactement, pas le côté impulsif et pas le côté non plus conflictuel, où on dit bah non, laisse-moi faire. Non, non, il faut juste expliquer bah mes priorités, les voilà, voilà mes limites, etc., etc. Et c'est vrai qu'en expliquant les choses de manière calme, il y a les gens qui seront en mesure de l'entendre et ceux qui ne le sont pas peuvent aller voir ailleurs, hein. Enfin, vraiment, dans ce cas-là, on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde et ceux qui comprennent pas, aucun souci. Moi, ils font juste pas partie de mon entourage dans ce cas-là. Tu as pas besoin d'eux. Non, ils n'ont pas besoin de moi non plus, en plus. Donc, vraiment, aucun souci là-dessus, juste une incompatibilité. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Mais je crois vraiment que c'est le mieux est l'ennemi du bien. Je l'adore. Je l'adore parce qu'il va quand même à l'encontre de ce qu'on nous apprend et que parfois quand c'est bien, pourquoi toujours vouloir chercher à faire mieux? Parce que en cherchant à faire mieux, on va peut-être déjà détruire le bien qu'on a créé. Donc vraiment, le mieux est l'ennemi du bien. Ça peut être une excuse de flemme parfois, donc il faut trouver le juste milieu. Mais pour moi, le mieux est l'ennemi du bien. Je pense que c'est une de mes phrases préférées. Aller un peu à l'encontre du côté perfectionniste, toujours vouloir plus. Complètement. Bah, tu peux faire mieux, fais mieux. Mais pourquoi? Si c'est bien? Bien, c'est bien quand c'est bien. Donc c'est vrai que le bien devrait suffire parfois et savoir quand il faut améliorer évidemment, hein. Mais c'est vrai que cette phrase, le mieux est l'ennemi du bien, elle s'applique, moi je l'applique dans beaucoup, beaucoup de situations. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Comment tu sais que c'est bien? Il faut écouter son ventre, vraiment, hein. Et l'instinct, en anglais on dit your gut, que c'est ton gut qui te dit, donc c'est vraiment ton ventre. Donc quand c'est bien, tu le sais, tu le sens, ton ventre va bien. De se reconnecter en fait à soi pour savoir. La réponse, elle est en toi, en fait, de toute façon. Et si tu prends 5 minutes pour te poser et écouter ton corps, tout te dira que oui, c'est bien. Ouais. Un grand merci Judith. Donc je mettrai tous tes réseaux sociaux pour les auditeurs, qu'on puisse suivre tes tutos et puis aussi ton prochain livre. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup à toi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un s @oserlareconversion.com.